Bonjour, on est fin 2020, c'est l'heure des bilans. Je ne vais pas faire un top de mes lectures. J'ai fait un petit top de mes lectures sur mon Instagram, donc de mes 10 lectures de l'année. Mais là, je vais plutôt aborder toutes mes lectures, enfin essayer de faire un petit panorama. Du coup, il y aura 5 volets. Cette année, j'ai beaucoup relu, donc je vais parler de ça. J'ai pas l'habitude de relire autant. Ensuite, j'ai lu pas mal de classiques. Troisièmement, j'ai lu beaucoup de contemporains et je n'ai pas l'habitude. Et dans ces contemporains, il y a des tops et des flops dont je parlerai. Et quatrièmement, la poésie. Je n'en parle pas assez. Et enfin, ce que je lis très souvent, ce sont des essais, de la non-fiction. Et ça aussi, je n'en parle pas du tout. Enfin, j'ai pas l'habitude d'en parler beaucoup. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais en parler. Voilà, donc c'est parti. Tout d'abord, les relectures. Cette année, j'ai relu l'un de mes livres fondateurs dans mon anthologie personnelle, c'est Aden Arabi de Paul Nizan. J'ai fait un post dessus sur Instagram. C'est le roman qui commence, enfin c'est un récit-essai plutôt, et qui commence par j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je l'ai lu à mes 20 ans, enfin 19 ans, parce que notre professeur nous en avait parlé. C'était une claque anthologique. C'est-à-dire que je me suis... Enfin, il y a des choses qui se sont mises en place après cette lecture, grâce à cette lecture. Ça a été aussi très bouleversant, hein, ça me prenait à la gorge. Une fois, je me souviens que j'ai dû refermer le livre parce qu'il y a une forme de nihilisme qui est assez fort. Et aujourd'hui, ce que j'ai aimé retrouver justement, c'est ce nihilisme, mais ce nihilisme qui est un peu naïf. Voilà, j'adore vraiment Paul Nizan. Il est parti beaucoup trop tôt, d'une balle dans le dos. C'est un destin vraiment tragique. Et j'ai adoré le redécouvrir parce que c'est le genre d'œuvre qui viennent vous rafraîchir un peu les idées et vous rappeler qu'il faut s'indigner. Je ne veux pas paraphraser Essel, c'est ça. Mais voilà, que à n'importe quel âge, on peut s'indigner parce qu'en fait, avec le temps, nos principes premiers, on les perd un peu. On se perd dans le monde, dans la logique du quotidien, dans la machine du quotidien. Et ce genre de livre, c'est un peu le livre qui vient vous secouer un peu et vous rappeler qu'il ne faut pas vous oublier. Enfin, oublier ce pourquoi vous pensez être là. Voilà. Bref. Ensuite, deuxième livre que j'ai relu, qui est aussi l'un des fondateurs pour moi, c'est La Palestine comme métaphore, dont j'ai déjà assez parlé, de Mahmoud Darwish. C'est le livre de la liberté, de la création poétique. C'est le livre de la mélancolie, bien sûr. Darwish, c'est le veuf inconsolé, c'est le ténébreux, le veuf inconsolé, le prince d'Aquitaine au village aboli, puisque là où il est né, dès qu'il a quitté ce village, son village a été détruit, dépossédé, il a été dépossédé tout de suite. Voilà, c'est Mahmoud Darwish. Autre fondateur, ou fondatrice, cette fois-ci, c'est Assia Djupar, dont j'ai relu Vaste et la prison cette année. C'était une lecture très prenante, c'était pendant le premier confinement. J'ai adoré la relire, j'ai adoré y redécouvrir plein de choses et du coup ça m'a poussée à lire d'autres de ses œuvres. Donc j'ai fait une vidéo qui en parle et l'un de mes tops, comme on dit, enfin l'un de mes meilleurs moments de lecture cette année, c'était les enfants du Nouveau Monde dont je parle dans la vidéo précédente, je pense. Voilà. Ensuite, dans les relectures, j'ai beaucoup relu, enfin j'ai relu pour le travail, donc pour le lycée, pour les cours que je donne au lycée. Du coup, j'ai relu La Peste de Camus. Je n'ai pas adoré lire La Peste de Camus, par contre j'adore en parler. Et d'ailleurs, mes élèves ont ressenti la même chose, c'est-à-dire que c'est un livre quand même qui est lent. Je crois surtout la partie 2 et la partie 4. Je les ai trouvées très lentes, très poussives de temps en temps. C'est un livre aussi auquel on peut reprocher son didactisme, parce que la peste n'est qu'un symbole de quelque chose. Enfin, la peste représente le mal, M-A-L, c'est-à-dire le fascisme. Mais l'épidémie, la quarantaine met la population d'Oran dans une
dans une forme d'oppression, d'étouffement qui est censé rappeler du coup l'occupation nazie pardon, par la France. Non, plutôt le contraire. L'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Il y a ce dernier paragraphe qui en parle très bien, qui dit que justement la peste peut renaître n'importe quand, puisque le fascisme, le mal, la peur de l'autre est toujours là. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Voilà, tout est dit en fait dans ces dernières lignes. Et c'est ce auquel on assiste depuis plusieurs années. Et tout s'est accéléré, bien sûr, depuis le Covid. On est dans des périodes très autoritaires. On est dans l'autoritarisme. Et le Covid, en tant qu'ennemi à abattre, justifie cet autoritarisme. Et ce qui est très bien dit aussi dans la peste, c'est que on s'habitue à tout ça. Et voilà, je pense que c'est important, alors peut-être pas de relire ce livre, mais de se rappeler cela. En revanche, dans ce livre, ce que je regrette vraiment, c'est qu'il n'y a aucune place laissée aux Arabes, aux Algériens arabes, dans cet Oran sous colonisation française. Alors, Camus dit que son roman est tout à fait métaphorique et qu'on peut du coup le décliner, voilà. Mais bien sûr que la colonisation n'est pas l'occupation, ce n'est pas la même chose en tant que telle, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas davantage? Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Autant dans l'étranger, lorsqu'il efface le nom de l'arabe, lorsqu'il ne le donne pas, lorsqu'il y a très peu de place donnée aux arabes, et qu'un Français pied noir tue un arabe sur une plage pour aucune raison, autant on peut y lire une sorte de métaphore de la condition des Arabes des colonisés dans un pays colonisé. Mais là, par contre, je comprends pas trop. Voilà, il y a peut-être 2-3 lignes qui sont réservées au quartier arabe. Voilà, je comprends pas trop. Ensuite, ce que j'ai relu, c'est La Princesse de Clèves, que je vais commencer à étudier avec mes élèves à la rentrée. Je l'avais lu une première fois quand j'étais, je devais être, je crois que c'était en prépa en fait. Donc je devais avoir 19-20 ans. Et je me souviens que j'avais adoré ce personnage. C'est un personnage que j'ai toujours en tête depuis. Et là, en fait, ce qui m'a vraiment frappée, sauté aux yeux, c'est bien sûr l'éducation de Madame de Chartres, sa mère. C'est une femme qui est haïssable en soi. Elle est, en fait, sous couvert d'une... elle nous est présentée un peu comme tout début, et c'est voulu par Lafayette. Elle nous est présentée au tout début comme une personne qui donne une éducation qui est très moderne parce qu'elle parle des amours et des affaires amoureuses à sa fille, mais en réalité elle lui en parle que pour mieux la garder près d'elle. Elle lui interdit ainsi l'amour, elle lui interdit la liberté, elle lui interdit d'aimer et d'être aimée en réalité. Voilà, j'ai bien aimé la relire, mais du coup elle est moins, autant avant je la considérais comme une de mes œuvres fondamentales, plus trop maintenant, voilà. Oui, un peu, oui, plus autant. Alors ensuite, je suis en train de relire Aurélien d'Aragon. Ce sera du coup ma dernière lecture, je pense, de 2020. J'en parlerai, je pense, sur Instagram. Aurélien, quoi. Toujours aussi happée par le style, toujours aussi happée par l'histoire. J'ai un conseil pour Aurélien, c'est de le lire à voix haute de temps en temps, parce que c'est là qu'on entend vraiment toutes les subtilités, tous les changements de style, de ton d'Aragon.
Donc maintenant, les classiques du coup que j'ai lus cette année, je ne l'ai pas lu en entier, hein. Donc les essais de Montaigne, pareil, c'était pour le lycée, pour mes élèves. Donc on a étudié 2 chapitres qui sont au programme, c'est-à-dire les cannibales et les coches. J'ai adoré rencontrer la pensée de Montaigne. En fait, j'ai choisi les essais parce que ça fait des années que je veux le lire et que ben je me donne pas le temps du tout. Et alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui se lit comme ça. De toute façon, Montaigne a écrit, on dit qu'il a écrit à Sceaux et à Gambade, c'est-à-dire que voilà, c'est un livre qui a été écrit, réécrit au gré des lectures de Montaigne, et c'est ça que j'aime bien. D'une certaine manière, c'est lire, écrire en un seul... ça devient plus qu'une seule action. Puis voilà, c'est une somme, c'est très 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 moderne. De toute façon, on en parle déjà assez. Voilà, j'ai adoré. Et du coup, lui, il rejoint un peu mon petit... Enfin, il se met du coup aux côtés des caractères de la Bruyère qui fait partie aussi de mon anthologie personnelle. Ensuite, voilà, Zola. J'ai lu beaucoup de Zola cette année. J'ai lu La Curée que j'ai terminée. Ça fait 3 ans que j'essaie de la lire. Je l'ai terminée cette année. Bon, j'aime beaucoup La Curée, mais c'est pas mon préféré. J'ai lu L'Assommoir et là c'était la révélation. Mais dire qu'il y a quelques années je me disais mais jamais je dirais L'Assommoir, mais c'est sûr que c'est assommant. Non mais vraiment super le niveau de blague en plus, voilà. Et j'ai lu il est où, Au bonheur des dames. Et là je suis en train, enfin j'ai commencé Germinal il y a 1 mois maintenant. Je sais pas quand est-ce que je terminerai, mais j'aime beaucoup aussi. Par contre, bon pardon, j'arrête pas de dire j'aime beaucoup, c'est pas du tout intéressant. Donc on va s'arrêter sur L'Assommoir. L'Assommoir, le personnage, donc Gervaise. Mais Gervaise, c'est un personnage mais emblématique pour moi là en littérature, enfin dans le paysage littéraire. Elle a une force qui est indescriptible. Elle est à l'image de Paris. Enfin, Paris est elle-même un personnage, hein, enfin lui-même pardon, un personnage dans le livre. Gervaise, elle est incroyable, elle est pathétique, elle est grotesque, elle atteint le sublime par certains moments. Voilà, et puis Zola, il a cette façon, mais enfin, il y a cette scène par exemple où ils sont attablés autour d'un mets, je crois que c'était une dinde, mais je suis plus sûre, je crois que c'était une dinde. Et juste en décrivant la table et ceux qui sont... Enfin, juste en décrivant la table, il arrive à donner mais toute une image de la société, mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, il a une force. Enfin, voilà, j'adore Zola, ça s'est confirmé. Bref, j'adore Zola. Je suis désolée. Je vais arrêter avec les verbes de goût parce que ça commence à faire beaucoup. Hein, c'est pas pour ça qu'on regarde la vidéo. Ensuite, dans les classiques, et ben, cette année, comme beaucoup sur Instagram, notamment Tastésia qui en a parlé du coup dans sa dernière vidéo d'ailleurs, je me suis mise à Proust. Enfin, ça a enfin marché. Voilà, ça faisait 10 ans, enfin peut-être 10 ans, ça faisait peut-être 6 ans chaque année. Je m'y mets, j'arrête, je m'y mets, j'arrête. Là, j'ai terminé Du côté de chez Swann, je suis dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il y a énormément de choses à dire sur Proust. La plupart des choses ont été dites, mais tout a été dit depuis qu'il y a des hommes et qu'ils pensent, n'est-ce pas, la Bruyère. Ce que j'adore, c'est la musicalité du style, c'est la précision, le côté très méticuleux, et puis comment il nous mène par le bout du nez. Enfin voilà, c'est génial. Alors, j'ai découvert cette année grâce à l'émission de France Culture, je crois, où on a Guillaume Gallienne, du coup parler de sa cousine Alicia Gallienne, qui du coup décédée très jeune et qui a eu le temps d'écrire des textes poétiques du coup sur la mort, la maladie, l'amour. Moi, je vais vous lire un petit texte. Les nuits sont trop courtes et j'épie mon sommeil avec anxiété. Si seulement je n'avais pas besoin de sommeil, si seulement j'avais le temps de vivre. Mais le temps passe trop vite et je ne peux en retenir que des saveurs prises au vol de leur délivrance. Des saveurs qui flattent le palais ou qui le meurtrissent comme des lames salées. Des saveurs toujours. Car le temps se goûte, faute de se savourer. Le temps d'écrire quelques mots et mon âme demande le silence comme dans les couloirs des grands hôpitaux. Mais je suis guérie de moi-même et je retrouve les images d'enfants que je tâchais d'oublier et qui étaient misérables et malodorantes sur les murs blancs et sales.
Mais je suis guérie de tout, sauf de moi-même, et sur ces murs qui sont impénétrables, je ne vois que mon reflet qui a un rire jaune comme ce soleil d'enfant malade. Pourtant, tout porte à croire que j'ai tourné la page et que je me dédouble à l'infini pour ne pas rencontrer cet autre moi-même, souffrant et pleurant de l'intérieur. Mais parfois, la nuit, au creux de ce bonheur enivrant des vacances, je me remémore d'autres nuits d'un temps perceptible, comme la bonne odeur d'un être aimé, comme la saveur riche du pain frais, comme tous ces appels qui communiquent en moi, d'un temps tout chaud comme un petit animal abandonné, recueilli et aimé tout contre sa peau. Le temps joue avec moi car il sait que chaque jour il me retire un peu tout en mélangeant les cartes. Mais j'ai faim de lui et je le croque 2 fois plus vite par souci de satisfaction personnelle. Même si cela mène à l'autodestruction, tant pis, j'aurais aimé la vie et je l'aurais goûté comme un beau fruit. Demain, la nuit sera longue. Donc il y a des textes en prose, des poèmes aussi, c'est très épars puisque, si j'ai bien compris, c'est une collection de textes qu'elle avait écrits. La lumière est rousse comme feutrée d'automne. Tu entreaperçois une fenêtre frémissante. Je vis dans les merveilleux nuages que Baudelaire a fabriqués pour moi. Je me demande ce qu'il faut bien donner à cette page blanche, ou plutôt ce qu'il faut lui rendre pour atteindre la pureté véritable. Je ne crains pas d'écrire, il m'arrive seulement de redouter ce que j'écris et ce que je perçois. C'est très beau, voilà. C'est très très beau, c'est des éclats du jeu, J-E, des éclats lyriques. C'est un peu naïf, mais c'est d'une belle naïveté. Ensuite, dans les textes poétiques qui parlent de soi, j'ai lu Commentaires de Marcel Sauvageau. En réalité, je triche un peu, je l'avais lu en fin d'année 2019, mais là, ça fait à peu près 1 an. Donc, qui m'a été offert d'ailleurs par mon ami Pierre Damam sur Instagram. Il parle, voilà, c'est un spécialiste de Monterland. Et il parle voilà, de livres, d'ouvrages divers et littéraires. Du coup, dans Commentaires, c'est un peu la même... Enfin, c'est un peu le même élan. C'est une femme qui est en train de mourir, pas du tout dans le même âge, et qui s'adresse et qui parle notamment de son amour perdu, puisque elle sait qu'elle part, il sait qu'elle part, et du coup, l'amour n'est plus possible. Elle sait très bien qu'il part vers d'autres femmes, que lui est du côté de la vie et qu'elle est du côté de la mort. Et donc, c'est un texte qui est très puissant, qui est très léger, très court, mais très dense. Commentaire, j'adore ce titre. Je crois qu'il y avait un autre titre qui était disponible. Et j'adore ce titre. Commentaire, comme enterré, comme enterré, comme enterre, etc. Plein de jeux de mots, voilà. Mais c'est ça, c'est comme elle se terre et comme elle va se taire aussi, puisque petit à petit, sa voix va s'éteindre. Autre auteur qui a été fondateur, qui a été, très important pour moi cette année, c'est Antonin Artaud. Et du coup, avec cet ensemble de textes, et notamment le Pesner, c'est très sombre. Mais c'est d'un jaune sombre, je ne sais pas, hein, mais j'en parle aussi sur Instagram, mais il y a... J'ai pas l'habitude d'associer les auteurs à des couleurs, mais là, en fait, avec Antonin Artaud, j'ai tout de suite été plongée dans du jaune, mais pas un jaune qui est très lumineux, hein. Quelque chose d'assez sombre, je sais pas. Ce texte m'a beaucoup parlé. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Artaud en général, dans le peu de choses que je connaisse de lui. Voilà, et ces textes-là m'ont vraiment prise aux tripes. Donc, je vous conseille. Maintenant, je voulais parler des œuvres contemporaines que j'ai lues cette année. Il y a il y a une œuvre que j'ai adorée. Il s'agit de Trincadis ou Trencadis de Caroline Dens. C'est la vie de Niki de Saint-Phal. J'en parle aussi sur Instagram. J'ai adoré ce roman. C'est un roman comme je les aime, c'est-à-dire avec une structure un peu disparate. Chaque chapitre, vous avez un nouveau point de vue. C'est vraiment une enquête en tant que telle, c'est-à-dire que parfois on a l'impression, comme je dis, hein, d'entendre le clic du magnétophone, comme quand on va pour enregistrer quelqu'un. C'est
on est à la fois dans l'intime de Niki de Saint-Phalle et puis en même temps on a une vision aussi qui prend du recul. Puis la vie de Niki de Saint-Phalle est déjà en elle-même un roman, donc voilà, vraiment Caroline Dance, j'espère que ça se prononce comme ça d'ailleurs, a vraiment fait quelque chose de génial de cette vie. Et je conseille vraiment le livre. Moi je ne l'ai pas sous la main, je l'avais emprunté, du coup je vais acheter, je vais me procurer un exemplaire pour chez moi. Voilà. Enfin voilà, ça a été vraiment un des coups de cœur de cette année. Bon, je ne parle pas de roman graphique dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente et que je vais sûrement faire une vidéo où je vais en parler plus largement. Alors, dans mes flops du contemporain, j'ai lu La discrétion de Feyzagen. Je n'ai pas aimé, j'ai trouvé que les personnages manquaient de texture, il manquait de complexité. J'étais très déçue parce que j'avais suivi une interview avec Sarah de la chaîne The Arabic Novel. Donc d'ailleurs je vous mettrai le lien dans ma description. Et j'ai adoré l'interview, j'ai adoré ce que Feyzagen avait à dire sur ça, j'attendais beaucoup. Alors La discrétion, c'est... on suit une famille, je crois d'Algériens, oui, d'immigrés. Donc les parents ont immigré dans les années... oui, c'est d'Algériens, bien sûr. Dans les années 60, je crois. Enfin, en tout cas, c'est la première vague. Et là, du coup, on suit leurs enfants. Et puis, vous voyez, c'est pour montrer que aujourd'hui, les enfants, enfin autant les premiers immigrés qui sont arrivés, pour eux, ils étaient là de manière temporaire, donc ils étaient discrets. Comme a dit d'ailleurs Chevènement, il n'y a pas très longtemps, que la communauté arabo-musulmane devait se faire discrète. Bref, donc ils étaient discrets, ils s'adaptaient au pays. Pour eux, ils étaient là pour très peu de temps, c'était clairement pas leur pays. Mais finalement, ils sont restés. Et leurs enfants qui sont nés là sont autant français que... Enfin, sont tout à fait français, totalement français. Et du coup, voilà, cette cassure entre les deux. J'ai pas accroché avec les personnages d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. Et j'ai détesté la façon dont les personnages français étaient représentés. J'ai trouvé que c'était vraiment pauvre comme représentation des personnages français. Et alors, je me suis dit peut-être que c'était fait exprès parce que généralement, dans certaines œuvres, ou que ce soit au cinéma ou en littérature, on va avoir des personnages arabes ou issus de l'immigration qui sont très clichés, très pauvres aussi, très plats. Et je me suis dit peut-être que c'était une façon de répondre à ça. Je ne sais pas, mais j'ai pas trouvé ça subtil ni intéressant en soi. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a deux histoires. En fait, on fait des retours en arrière sur la vie des parents quand ils ont quitté l'Algérie, etc. Et là, pour le coup, ce qu'on retrouve sur cette époque plus ancienne, j'ai trouvé ça plus intéressant. Voilà, que ce qu'on ait dit de l'époque moderne. Alors il y a cette scène aussi à la préfecture par contre qui peut être intéressante parce qu'il y a une vraie violence administrative sur les personnes qui demandent les papiers ou qui demandent des cartes de résidence, etc. Ça, je trouvais ça très intéressant. En plus, c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu personnellement et que même mes parents n'ont pas connu d'ailleurs. Et du coup, de le retrouver dans un texte, j'ai trouvé ça fort et il faut que ça soit dit et que les gens qui connaissent ça en parlent. Donc, voilà. Donc ce livre a le mérite d'exister, mais par contre, je ne l'ai pas trouvé assez complexe. Ensuite, l'autre livre que je n'ai pas pu terminer, par contre, parce que La discrétion, par contre, je l'ai terminé. Hein, c'était un bon moment de lecture, hein, c'était pas atroce. Le livre que je n'ai pas du tout terminé, dont j'ai lu seulement 15 pages, c'est Leila Slimani. C'est le livre de Leila Slimani, c'est Le pays des autres. Alors là... Bon, j'ai lu tout Slimani, enfin les 3 romans, donc j'ai lu Les Jardins de l'Ogre, je sais pas s'il en a fait un autre peut-être, bon, j'ai lu Jardin de l'Ogre, j'ai lu Chanson douce. À chaque fois je me suis dit la même chose, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le scénario, mais que je n'aime pas le style. Je trouve que, voilà, je n'aime pas du tout la façon d'écrire de Leila Slimani, et ça m'embête, hein. J'aimerais beaucoup entrer vraiment dans le texte. Mais j'ai fini les 2 premiers romans parce que l'intrigue était là et que c'était prenant. Donc,
elle sait, enfin, c'est une autrice qui sait capter l'attention et l'intérêt du lecteur, mais par contre, en ce qui concerne la construction des phrases, la syntaxe, comment les choses, enfin voilà, les mots, quoi, le style, je n'arrive pas du tout à adhérer. Et Le Pays des autres, ce qui m'a beaucoup embêtée, pourquoi j'ai arrêté au bout de 15 pages, c'est la montagne de clichés, enfin, en 15 pages. On a une femme française qui rejoint son amoureux, son mari, je ne sais plus si son mari ou pas déjà, bref, au Maroc. Et enfin, ça fait vraiment enfin, là, vu comment c'était décrit, ça faisait vraiment la petite européenne en mal d'exotisme qui va rejoindre le petit nord-africain qui est peint comme un mâle exotique. C'est juste ça. J'ai vraiment détesté. Il y a une scène aussi où la femme en question alors, se procure du plaisir seule chez elle pendant la guerre. Et en fait, elle imagine des soldats qui viennent à elle et elle entend les bombardements des avions et tout ça, ça participe à son excitation, etc. Alors là, j'ai trouvé ça, mais... Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Pourtant, dans son premier roman, la sexualité est très bestiale, la sexualité est très... Enfin, ça ne parle que de ça, de la nymphomanie, en fait. Et vraiment, j'ai pas eu ce souci-là. Mais là, vraiment, j'ai détesté. Voilà, donc c'est dit. Je vais passer à une autre partie. Du coup, je voulais parler des essais que j'avais lus cette année. Du coup, j'ai lu... Alors, je vais pas parler de tous les essais. En fait, je voulais surtout parler de 2 essais que j'avais lus. Enfin, voilà. On a Profession romancier d'Haruki Murakami. C'est aussi un cadeau de Pierre, d'ailleurs. Voilà, c'est très chouette à lire, c'est très frais. C'est Haruki Murakami, quoi. C'est une conversation, c'est chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé le lire. Et puis on voit, voilà, toute sa vie, enfin on voit son quotidien, comment il écrit. C'est très drôle de temps en temps. Voilà, enfin bref. Après, Haruki Murakami, je pense qu'on aime ou on déteste, voilà, mais moi j'adore. Ah, j'ai dit qu'il ne fallait plus que je dise de verbe de goût. Ensuite, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, je crois, d'avant-dernière, je sais plus, de Tiffaine Samoyo. Du coup, je vous avais dit que c'était ma directrice de mémoire en Master 2 et j'avais fait un mémoire du coup sur la traductologie. Je comparais la version française et espagnole de A Confederacy of Dances, donc en français c'est La Conjuration des imbéciles, et La Conjura de los Necios, qui est un roman du coup de Toul. Et donc le but de mon mémoire, c'était de voir comment on pouvait traduire les langages idiots, donc idiots au sens strict, les langages idiots au sens d'idiosyncrasie, et d'idiolecte, enfin vous voyez comment on peut traduire tout ça. Donc j'avais adoré faire des recherches à ce sujet, et du coup quand j'ai vu Traduction et violence de cette autrice que j'aime beaucoup, du coup et chercheuse de cette autrice et chercheuse, du coup je l'ai pris tout de suite. Voilà, donc je conseille. J'ai aussi son autre essai sur la montre cassée, donc sur le temps. Donc voilà, c'est aussi un thème qui m'intéresse énormément, sur lequel j'aimerais faire des recherches. Je ne savais pas qu'elle était aussi intéressée par le temps, du coup voilà, je l'ai pris aussi. Bref, je continue. Autre livre, autre essai que j'ai lu cette année, c'est Le mythe de la virilité, et c'est Ajarid, donc vous connaissez sûrement, qui m'a donné envie de le lire, et j'étais vraiment très contente de le découvrir. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas davantage. En fait, on parle beaucoup de Sorcière de Mona Chollet, mais je trouve que celui-là pose beaucoup plus de questions et surtout apporte des références plus intéressantes. Parce qu'en fait, dans Sorcière de Mona Chollet, ce que j'ai aimé, c'est l'introduction. J'ai détesté le développement. Ici, tout est bien. Voilà, je trouve beaucoup plus égal. Et bref, on apprend énormément de choses dans plusieurs civilisations, à plusieurs époques. Et voilà.
Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais parler. Puis elle dure déjà 35 minutes. Ah, il y a une chose que j'ai lue cette année et que je n'aurais jamais cru lire, c'est de la fantaisie. Donc j'ai lu La Passe Miroir de Christelle Dabos, oui. D'ailleurs, j'étais sûre que c'était, enfin, pour vous dire combien je n'étais pas renseignée, j'étais sûre que c'était de la littérature traduite, alors que non, c'est français. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, on m'a dit que c'est une tétralogie, c'est ça. On m'a dit que les deux derniers, surtout le dernier, étaient très inégales. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Du coup, bah, je me dis que ça pourrait être des petits moments de lecture sympathiques dans l'année 2021 quand j'aurai envie de faire une pause de Proust ou encore de Ducks Newburyport ou encore des mémoires de Beauvoir que j'ai envie de lire. Voilà, je pense que ça peut être assez sympathique pour respirer un petit coup. Donc merci si vous êtes resté jusqu'au bout, merci aussi si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a plu, que ce n'était pas trop rébarbatif. Ben, bonne journée et bonne année en avance. Je sais pas si ça porte malheur, désolée.